Chers élèves, bonjour. On a vu dans le chapitre 1 les réactions responsables de la transformation de l'énergie contenue dans la matière organique dans le but de la synthèse de l'ATP. Et puis, on a vu également les conversions de l'énergie chimique en énergie mécanique au niveau de la cellule musculaire. Dans ce chapitre, ou bien dans cette unité 2, on va traiter l'information génétique. Donc, on va commencer par des photos. Donc, comme on voit ici, des êtres vivants qui présentent des caractères spécifiques. Hein. Bien sûr, ces caractères spécifiques sont des caractères, en entier, sont des caractères héréditaires et des caractères individuels qui diffèrent selon les individus. Bien sûr, il y en a des caractères qui sont héréditaires, d'autres qui ne sont pas héréditaires. Là, on voit des vrais jumeaux qui présentent des caractères héréditaires semblables. Et de là, on peut se demander sur le support ou bien, bien sûr, cette information héréditaire, a priori, il est dû à une information héréditaire, donc on peut se demander sur le lieu où se trouve l'information génétique. Et bien sûr, comment l'information génétique se transmet d'une cellule à une autre, ou bien d'une génération à une autre. Et bien sûr, la nature, on doit déterminer la nature et la composition chimique de la structure de l'information génétique. Et enfin, on va traiter l'expression de l'information génétique en vue de former ou bien de donner des caractères héréditaires. Donc, on va commencer par connaître ou bien chercher la localisation de l'information génétique. Donc, on va essayer de voir la localisation, bien sûr, de l'information génétique chez un être vivant unicellulaire. On va travailler sur l'acide tabulaire, bien sûr. L'acide tabulaire, le choix de l'acide tabulaire, bien sûr, c'est un être qui est unicellulaire. Et bien sûr, elle présente, comme on le voit ici, un chapeau qui présente un caractère héréditaire qui est visible. Donc, on peut facilement déterminer le lieu de l'information génétique en se basant, bien sûr, sur le caractère héréditaire qui est le chapeau ici. Donc, on va commencer par les expériences de mérotomie ou bien expériences de section. Donc, comme on le voit ici, donc on essaie on sectionne l'algue d'Acetobacter en 3 parties. Donc, une partie qui renferme le chapeau, la partie qui est médiane, et la partie qui contient le rhizoïde, hein, et bien sûr qui renferme ce qu'on appelle ici le noyau. Donc, toute section faite, donc on voit au niveau des résultats que les parties, le chapeau et la partie médiane de la tige, hein, elle dégénère. Par contre, la partie basale qui renferme le noyau, elle va régénérer et va donner une nouvelle algue d'Acetobacter. Et de là, on peut dire que l'information génétique qui est responsable de la formation du chapeau, bien sûr, elle se trouve dans la partie basale. Et puisqu'on a, au niveau de la partie basale, on a un noyau, donc on peut supposer que c'est le noyau qui contient l'information génétique. Donc le noyau cellulaire, il est indispensable à la vie de la cellule et bien sûr à sa croissance. Donc maintenant, on va passer à une autre expérience, bien sûr chez un être vivant. Oui, donc on va passer à une autre expérience, toujours chez l'Acetobacter. Donc l'expérience de transplantation des noyaux. Donc on va travailler sur 2 types d'algues d'Acetobacter. L'Acetobacter crunulata qui présente un chapeau qui est crénelé et l'Acetobacter méditerranéen qui présente un chapeau qui est normal. Donc au niveau des 2 algues, on va réaliser une section, comme on le voit ici, et on va essayer bien sûr, de transférer le noyau de chaque. On va échanger le noyau entre les 2 parties basales, et on voit que suite au résultat du greffage croisé des noyaux, on observe l'apparition de caractères de l'espèce plutôt qui a pris le noyau. Donc, par exemple, ici, la partie basale de l'algue
Acetabularia crenellata, lorsqu'il a pris le noyau de Acetabularia méditerranéen, on voit que la partie basale, elle forme le chapeau de Acetabularia méditerranéen. Donc, déduction, l'information génétique elle est localisée au niveau du noyau de chaque cellule. Et comme conclusion, l'information génétique se situe dans le noyau et elle contrôle l'expression des caractères des êtres vivants unicellulaires chez l'Acetabularia. Maintenant, on va essayer de chercher l'information génétique chez un être vivant qui est pluricellulaire et on va travailler chez le xénope. Donc, comme on le voit ici, on a deux lignées qui sont différentes au niveau de la pigmentation. On a un xénope vert qui est pigmenté, un xénope qui est albinos. Donc, le choix du xénope, parce qu'on a deux lignées, donc on a deux caractères héréditaires qui sont différents. Donc, on va prendre le xénope vert. Bien sûr, on va prendre les ovules. Hein, on va les éradier afin d'éliminer le noyau. Donc, on va avoir un ovule qui est énucléé, c'est-à-dire son noyau. Après, on va prendre une cellule de l'intestin du tétard de la lignée albinos. On va prendre le noyau et on va l'introduire dans l'ovule qui est énucléé. Donc, après le développement de l'ovule, on obtient un tétard qui est, un tétard qui va donner un xénope qui est albinos. Donc, de là, on peut déduire que c'est le noyau qui détermine le caractère héréditaire. Il s'agit dans ce cas de la dépigmentation du xénope. Donc, résultat, le développement des ovules dans des xénopes albinos. Donc, comme conclusion, l'information génétique elle se situe dans le noyau et elle contrôle l'expression des caractères héréditaires chez les êtres vivants pluricellulaires. Donc, c'est la même chose que chez les êtres vivants unicellulaires. En bilan, chez les êtres vivants unicellulaires et pluricellulaires, l'information génétique qui détermine les caractères héréditaires, elle est localisée dans le noyau. Remarque, il faut noter là que chez les prokaryotes, on note l'absence de noyau. L'information génétique est localisée au niveau du cytoplasme. Donc, puisque l'information génétique se situe au niveau du noyau, donc on va voir la structure du noyau. Là, on a une photo au microscope électronique du noyau. Là, on a un schéma explicatif. Donc, comme on le voit ici, le noyau il est formé par une matrice dense à l'intérieur qui forme ce qu'on appelle la chromatine. Elle est entourée, on voit également présence de 3 nucléoles. Donc, il y a la chromatine et des nucléoles. Elles sont entourées par une double membrane qui forme l'enveloppe nucléaire, qui est bien sûr perforée par des pores nucléaires qu'on va voir qu'ils ont un rôle dans l'échange de matière entre le noyau et le cytoplasme. Donc là, on a l'infrastructure du noyau. Donc le noyau est un organite cellulaire. Il est entouré par une enveloppe nucléaire qui porte des pores nucléaires et délimite le nucléoplasme qui contient la chromatine et un ou plusieurs nucléoles. Donc, on va poser comme hypothèse que la chromatine est le support de l'information génétique. Après avoir déterminé le rôle du noyau dans, bien sûr, qui renferme l'information génétique, on va essayer de voir comment se fait la transformation de l'information génétique d'une cellule à une autre par des divisions cellulaires, ou lors des divisions cellulaires. Pour cela, on va commencer par une observation microscopique d'une coupe longitudinale de la racine d'oignon. On va réaliser cette observation au niveau de l'apex racinaire tout simplement parce qu'au niveau de l'apex racinaire, on a un méristème ou bien des cellules méristhématiques qui sont en division, c'est-à-dire ce sont des cellules très actives donc qui sont en division. Donc on peut observer des cellules qui sont en division et de là on peut suivre ou bien voir comment se fait la transmission de l'information génétique. Donc cette observation montre que les racines sont constituées de cellules
qui montre bien sûr des noyaux qui sont de différents aspects. Là, on voit un noyau qui est sphérique et il est dense. Et dans d'autres cellules, on voit des filaments hein, qui sont enchevêtrés ici. Donc, voilà, on voit ici des divisions de ce filament. Hein. Donc, on peut dire que lors de la division des cellules, les cellules changent d'aspect au niveau de leur noyau. Donc, pour voir ou bien pour étudier cette division en détail, donc on a ici une plante avec les deux parties essentielles de la croissance, à savoir l'apex caulinaire et l'apex racinaire. Donc, nous, on va travailler sur l'apex racinaire. Donc, on va travailler au niveau des cellules méristymatiques qui sont responsables de la croissance de la racine. Et par la suite, on a des cellules qui sont en division. Donc, là, on voit des cellules voilà, qui diffèrent au niveau de la matière qui forme le noyau. Donc, on a des cellules qui sont sphériques avec une matière qui est dense. On voit des filaments qui sont enchevêtrés et très compacts et qui forment des cellules en interphase. Et puis, on a en deux, voilà, l'apparition de filaments nucléaires qui deviennent de plus en plus, apparents, voilà, et forment des cellules en prophase. Et puis, en trois, voilà, on voit que les filaments deviennent plus visibles, donc plus denses, plus condensés, voilà, et qui sont disposés au niveau de la partie centrale de la cellule, donc qui forment ce qu'on appelle la plaque équatorielle. Voilà. Et puis enfin, au niveau des cellules numéro 4, voilà, 4 et 5, ils forment ce qu'on appelle la télophase, la phase de télophase. Voilà, on a ici 4, 5 et les cellules numéro 4, voilà. Donc, on voit séparation, oui, la séparation du matériel nucléaire et début de formation de deux cellules phi issues d'une même cellule. Donc, cette division montre des cellules avec des noyaux d'aspect qui sont différents. Certains sont sphériques avec des amas sombres qui forment la chromatine, c'est au niveau de la cellule 1. Et d'autres, elles présentent des structures en bâtonnet qu'on appelle les chromosomes. Ces cellules sont en division. Cette division, on l'appelle la mitose. Donc, on va étudier maintenant les étapes de la mitose en détail chez une cellule végétale. Donc là, on a les différentes phases. Donc, dans un but pédagogique, le processus de la division, c'est un processus qui est continu, mais dans un but pédagogique. On a essayé de subdiviser la mitose en 4 phases. On a la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Là, on a des photos réelles et là, on a des schémas explicatifs. On va essayer de traiter chaque étape d'une façon distincte. Donc, la mitose est un processus continu, mais pour des fins pédagogiques, on a subdivisé cette division en 4 étapes essentielles, comme le montre le document. Donc, là, on a le schéma d'interprétation. Donc, on va commencer par la première étape, la prophase. Donc, lors de la prophase, on constate qu'on a une condensation de la chromatine et apparition de ce qu'on appelle le chromosome. Donc, les filaments nucléaires qui formaient la chromatine au niveau de l'interphase, hein, on va les nommer maintenant des chromosomes. Chaque chromosome il est formé par 2 chromatides, comme on le voit ici. Il est relié par un centromère. On va le voir plus en détail dans la phase suivante. Donc, et puis, la disparition de l'enveloppe nucléaire et des nucléoles et apparition de ce qu'on appelle le fuseau de division ou bien le fuseau achromatique entre les 2 calottes polaires qui sont responsables de la formation du fuseau achromatique. Maintenant, on va passer à la deuxième phase qui est la métaphase. Donc, on voit une condensation maximale des chromosomes. Hein, et puis, la disposition des chromosomes dans le plan médian de la cellule est au niveau de la plaque équatoriale. Donc, les chromosomes sont liés, bien sûr, aux 2 pôles de la cellule par des fibres chromatiques, voilà, ou bien des fibres polaires, qui jouent un rôle dans la disposition des chromosomes au niveau de la plaque centrale. Et comme on va le voir après, elle joue également un rôle dans la migration des chromatides après la division des chromosomes vers les pôles de la cellule. Donc, maintenant, on va passer à la dernière étape, ou bien la dernière phase, qui est la télophase. Comme on le voit ici, on voit début de décondensation des chromosomes et apparition de la chromatine.
réapparition des nucléoles et de l'enveloppe nucléaire, et puis disparition du fuseau de division, division de la cellule mère en deux cellules filles et par le partage bien sûr du cytoplasme suite à la formation d'une paroi à partir de vésicules golgiennes. Donc les vésicules golgiennes qui se déposent au niveau de la partie centrale ou médiane, donc qui vont fusionner et former une paroi. Donc les étapes, maintenant on va essayer de voir les étapes de la mitose chez une cellule animale pour bien sûr comparer la mitose chez une cellule animale et une cellule végétale. Là on a les étapes de la division ou bien de la mitose au niveau ou bien chez une cellule animale. Donc là on a le prophase, métaphase, anaphase et télophase, donc les 4 phases de la mitose. Donc on ne va pas les traiter en détail parce que dans les grandes phases, ou bien dans le phénomène est presque semblable chez les deux cellules, mais avec certaines différences. On voit ici, au cours de la prophase, formation de 2 astères à partir des centrosomes. Donc le centrosome qui double et forme 2 astères qui vont former le fuseau achromatique, et alors que chez la cellule végétale, on a 2 calottes polaires qui sont responsables de la formation de l'anneau ou bien du fuseau achromatique. Donc, puis on a une différence au niveau de la télophase. On voit que la séparation des deux cellules filles, la séparation des 2 cellules filles se fait par l'étranglement, se fait par bien sûr l'étranglement au niveau de la plaque équatoriale et formation de 2 cellules filles au lieu de la formation d'une paroi par fusion des vésicules golgiennes. Donc maintenant on va passer à la notion de cycle cellulaire. Donc comme on vient de le voir, la vie d'une cellule passe, ou bien lors de la vie d'une cellule, passe par 2 phases. Donc on a une phase durant laquelle la cellule duplique son matériel génétique, il est appelé interphase, et puis une phase qui permet la division de la cellule en 2 cellules filles qu'on appelle mitose. Donc un cycle cellulaire il est formé par 2 phases, l'interphase et une phase où la cellule entre en division qu'on appelle mitose. Donc le cycle cellulaire est égal à interphase plus mitose. Maintenant, on va bien sûr, pour comprendre comment se fait la transmission de l'information génétique ou bien du matériel génétique de la cellule mère aux 2 cellules filles, on va essayer de étudier la nature et la structure de l'information génétique. On va commencer par la nature chimique de l'information génétique et on va travailler sur les expériences l'expérience de Griffith. Donc bien sûr, Griffith il a travaillé sur des bactéries, des pneumocoques. Le choix des pneumocoques parce qu'ils présentent 2 lignées différentes qui diffèrent au niveau de la capsule. Donc on a des souches qui présentent des capsules et forment des colonies lisses, qu'on appelle S, souche S, et des lignées qui sont rides et forment ce qu'on appelle des souches rides. Bien sûr, cette capsule présente pour nous un caractère héréditaire, donc on va essayer de déterminer l'information génétique qui est responsable de la formation de la capsule. Donc les expériences de Griffith, donc la première expérience, on a injecté à la souris une souche S, donc le résultat est une septicémie mortelle due à des bactéries de type S. Donc les bactéries S sont mortelles, donc ils induisent la mort de... Donc on peut déduire de l'expérience 1 que les bactéries S sont virulentes, sont mortelles. Donc l'expérience 2, injection de la souche S tuée à la souris. Donc on voit que la souris survit, donc la souche S tuée n'est pas mortelle. Donc montre que la bactérie, donc cette expérience 2 montre que la bactérie S tuée est non virulente. L'expérience 3, on injecte à la souris la souche R qui ne présente pas de capsule. Donc on voit que la souris survit, donc la capsule, donc la souche R n'est pas virulente. Donc l'expérience 3 montre que la bactérie R est non virulente. Au niveau de l'expérience 4, on a injecté à la souris un mélange de souches S tuées, comme on le voit ici, donc ce sont des bactéries S tuées, et des bactéries ou bien des souches R vivantes.
Donc on voit que cette injection elle induit ou bien entraîne la mort des bactéries par septicémie. L'analyse du sang montre la présence de bactéries de souche S, donc on peut se demander sur l'origine ou bien comment on peut expliquer la formation des bactéries de souche S étant donné qu'on a injecté uniquement des bactéries R avec S qui est tué. Donc l'expérience 4 montre que l'injection des bactéries S tuées et R vivantes entraîne la mort de la souris et l'observation microscopique du sang a montré la présence de S vivantes. Le problème qui va se poser, comment expliquer l'apparition de S vivants dans le sang de la souris morte de l'expérience numéro 4. Bien sûr, pour résoudre ce problème posé par Griffith, on va proposer l'hypothèse suivante, c'est qu'une substance une substance de la bactérie S tuée a permis la transformation de la bactérie R en S vivante. Et cette substance, on va la nommer principe transformant. Donc l'expérience qui va essayer de déterminer ce principe transformant, c'est l'expérience d'Avery et ses collaborateurs. Donc on a travaillé sur des pneumocoques S tués, donc par la chaleur, donc elle présente les différentes molécules constituant la bactérie S. Donc au niveau de la première expérience, on a ajouté des protéinases qui vont détruire les protéines. Lorsqu'on met des bactéries R avec ce broyat contenant les restes de la bactérie S sans protéines, on voit que la bactérie la bactérie R se transforme en bactérie S. Donc, les protéines ne sont pas les éléments responsables de la transformation de la bactérie plutôt R en S. Là, on a travaillé avec des ribonucléases, on a essayé de détruire les ARN. Lorsqu'on a détruit les ARN et on a ajouté au broyat, on a ajouté des bactéries R, on a constaté également une transformation bactérienne et par la suite on peut dire que l'ARN ce n'est pas l'élément ou bien le facteur transformant. Maintenant, on va détruire l'ADN avec des DNAs, c'est-à-dire des enzymes qui vont détruire l'ADN et on va l'ajouter au broyat ou bien le mélange de bactéries S. Donc, cette enzyme va détruire l'ADN. On a constaté qu'il n'y a pas de transformation de bactéries R en S. Et par la suite, on peut dire que le facteur transformant, c'est l'ADN. Donc, maintenant, on va essayer d'expliquer la transformation de la bactérie, ou bien la transformation bactérienne. Donc, on a une bactérie R vivante. Donc, certains éléments de la bactérie S, c'est-à-dire l'ADN, va entrer dans la cellule ou bien dans les bactéries R. Donc, il va s'intégrer dans l'ADN de la bactérie R. Et par la suite, la cellule ou bien la bactérie R va pouvoir former une capsule. Et par la suite, il va se transformer en bactérie S. Et il devient bien sûr une bactérie virulente. Et de là, on peut dire que la transformation des pneumocoques R en pneumocoques S se manifeste par l'acquisition de la capsule suite à l'intégration d'un fragment d'ADN de S tué dans l'ADN de R virulente, donc plutôt de R vivante. Donc la nature de l'information génétique, c'est l'ADN. Donc là, on a une autre expérience qui nous montre que l'ADN c'est l'élément responsable ou bien qui détient l'information génétique. Donc on va essayer de voir le cycle de développement d'un bactériophage. Donc là, les étapes de développement des bactériophages, la fixation du bactériophage sur une bactérie. Donc le bactériophage a la capacité d'injecter son matériel génétique, c'est-à-dire l'ADN dans la bactérie. Donc on voit ici que fixation du bactériophage à la surface de la bactérie, puis l'injection de l'ADN viral dans le cytoplasme, et puis dégradation des chromosomes bactériens, et synthèse de nombreuses copies d'ADN viral, puis on a synthèse des organites virales, et éclatement de la bactérie et libération de nombreux ou bien de nouveaux virus pour infecter de nouvelles bactéries. En bilan, on va dire que l'ADN est le support de l'information génétique.
Donc, à partir de l'ADN des bactériophages, il y a formation de plusieurs bactériophages identiques. Et par la suite, la nature chimique de l'information génétique de l'ADN est l'ADN qui est l'abréviation de l'acide désoxyribonucléique. Donc, et à bientôt.